rêvons tous devant ces couples au long cours et qui se tiennent encore la main après une vie entière passée côte à côte. Quel est leur secret? Comment y arriver? Ce sont tant de questions qui trônent dans notre tête. Au moindre problème, nous cherchons tous des solutions. À ce propos, le divorce est-il le dernier recours lorsque tout va mal dans le couple? Voici le sujet qui retient notre attention ce jour. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur le plateau de ce magazine. Il faut en parler, le magazine qui traite les sujets qui vous touchent chez vous à la maison. Alors je ne suis pas seule aujourd'hui, j'ai deux invités à mes côtés. Il s'agit de Gildas Salomé, elle est productrice audiovisuelle. Bonjour Gildas. Bonjour. Comment ça va? Ça va, par la grâce de Dieu. Sois la bienvenue. Merci beaucoup. Elle n'est pas seule, elle est avec Arsène Assamoah, il est chef d'entreprise. Bonjour Arsène. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord, sois le bienvenu. Merci beaucoup. Et pour finir, nous sommes avec notre consultant de tous les jours, le pasteur Boabilé Juste. Bonjour pasteur. Bonjour Béné. Comment ça va? Ça va. D'accord. Alors pasteur, le sujet du jour, le divorce est-il le dernier recours lorsque tout va mal dans le couple? Est-ce que cela vous parle? Effectivement, vous savez, le divorce, c'est la plaie de notre siècle, le divorce. Nous, partout, on parle de divorce, mais je crois que l'initiateur, il faut qu'on commence par le commencement. L'initiateur, sinon le concepteur du mariage, en créant le mariage, n'avait pas en perspective le divorce. C'est-à-dire, il n'y avait pas ça dans son plan. Ça, c'est une invention humaine. Les gens, à cause de l'échec, parce qu'en fait, souvent, on dit que le divorce, c'est disons, la cause de la non-réussite. Non, c'est le résultat des échecs. C'est parce qu'on a échoué qu'on divorce. Alors que c'est parce que Dieu a dit. Il faut avancer. Quand bien même les choses, disons, ne se trament pas bien, il faut quand même essayer d'arranger. Parce que le divorce, pour moi, est le dernier recours lorsqu'on aura tout essayé. D'accord. Alors, Gildas, moi, j'aimerais bien savoir, pour vous, une vie de couple réussie, qu'est-ce que c'est? Waouh, une vie de couple réussie. Je vais rejoindre un peu ce que le pasteur vient de dire. Hein. En fait, c'est une vie de couple dans laquelle on ne pense pas divorce, tout simplement. C'est vrai que la vie est difficile, c'est pas très évident de pouvoir avancer ensemble, surtout quand on est deux personnes différentes, qu'on a des principes différents, qu'on a eu une éducation différente. Mais le challenge, en fait, du mariage, c'est de pouvoir réussir à avancer ensemble et de regarder focus dans la même direction. Malgré les difficultés. Malgré les difficultés. D'accord. Alors Arsène, une vie de couple réussie, pour vous, c'est quoi? D'abord, pour moi, une vie de couple réussie, c'est une vie de couple où il y a la complicité. Il y a l'entente entre le couple et deux personnes qui ont une même vision de la chose. Ils s'accompagnent, ils surmontent les problèmes, mais en coup de route, comme on dit, c'est deux entités qui se mettent ensemble. En coup de route, s'il y a mésattente, s'il y a vraiment mésattente permanente, c'est-à-dire que tous les jours on se chamaille, on n'est pas à l'aise dans le couple. Pour moi, contrairement à tout le monde sur le plateau ici, pour moi je pense que le divorce c'est une étape. C'est une étape, c'est mieux de ne pas se laisser mourir dans le couple et exploiter d'autres affinités le jour où on se sépare. C'est-à-dire que pour moi, le divorce, ce n'est pas un drame. Quand ça ne va pas, on peut se séparer et chercher à toujours créer cette affinité qui était là et puis on peut se connaître un peu plus sur autre chose. Voilà un peu comment moi je vois. Mais comme on dit, le divorce, c'est le dernier recours. On ne vient pas se mettre dans un couple pour penser divorce. Mais je vais dire, si ça arrive, ce n'est pas un drame. Il faut pouvoir le surmonter et puis garder toujours cette amitié qu'on avait pendant qu'on était ensemble. D'accord. Alors Gildas, il a parlé de complicité dans le couple. Pour vous, comment maintenir l'harmonie dans le couple? Oh, c'est plusieurs choses, hein, on va dire. C'est d'abord une bonne communication franche entre les deux conjoints. C'est beaucoup de concessions. C'est pas évident de vivre à deux. C'est pas évident d'accepter certaines décisions. Il faut savoir faire des concessions. C'est plusieurs paramètres en fait. Bien vivre en communauté, comment comprendre l'autre, comment accepter l'autre tel qu'il est, comment pardonner. Parce qu'au départ, on voit que c'est facile. Hein, au départ, c'est encore l'amour est encore. Voilà, comme on dit, les 100 premiers jours. Voilà, l'amour est encore au rendez-vous. C'est encore un peu chaud. Donc on se dit, bon, ok, il y a l'amour, on ne voit pas forcément
quels sont les tas ou bien quels sont les petits défauts de chacun. Mais c'est quand véritablement on avance dans le couple qu'on se rend compte qu'il y a certaines dissensions, il y a certaines différences qui ne s'harmonisent pas forcément. Il faut pouvoir créer un environnement pour accepter l'autre tel qu'il est et en même temps pouvoir se sentir bien dans cet environnement. D'accord. Et créer cet environnement, comment y arriver pour créer cet environnement? Moi, personnellement, pour moi, je dis c'est beaucoup de communication. Faut apprendre, faut savoir communiquer. Il faut savoir communiquer avec l'autre, il faut savoir comprendre l'autre, il faut savoir accepter l'avis de l'autre. Ce n'est pas très évident. Généralement, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de couples qui ont beaucoup de dissensions. On a envie que l'autre nous satisfasse, mais on a beaucoup de difficultés à satisfaire l'autre. Il faut pouvoir concilier les deux. C'est beaucoup de communication. D'accord, pasteur. Tout à l'heure, je vais rebondir sur les propos d'Assamoah. Il faut bien comprendre ce qu'il a dit. Il a dit que ce n'était pas un drame. C'est pas, en fait, je crois que ce n'est pas en fait le divorce lui-même, mais c'est après qu'on ait posé cet acte, les relations entre monsieur et madame ne doivent pas, disons, s'effriter. En fait, c'est ce que vous avez... ennemis. Ils ne doivent pas être des ennemis. Mais en fait, quand on prend le divorce, même dans son essence réelle, ça a des conséquences négatives sur la société, sur même la famille, sur les enfants. En cela, c'est quelque chose que vraiment, c'est-à-dire, s'il y a lieu de le faire, nous déconseillerons ça aux gens à cause des enfants et à cause de l'environnement dans lequel nous vivons. Je ne suis pas en train de fustiger ce que vous avez dit, mais c'était en fait pour essayer de recadrer un peu. Et tout à l'heure, on a parlé de comment... De l'harmonie dans le couple. De l'harmonie dans le couple, mais avant ça, on a parlé de comment réussir. Vous savez, on prépare un voyage de 15 jours, 20 jours, on peut préparer. Mais un mariage qui va durer tout le long de la vie, on ne prend pas le soin de préparer. Pour réussir son mariage, il faut le préparer. Et comment? Tout comme un voyage. Il faut le préparer, il y a des éléments qu'il faille mettre dedans. Il faut apprendre à se connaître. Parce que tout à l'heure, je crois que Salomé disait que il faut bien communiquer. Attends, souvent on est superficiel. On nage au-dessus de l'eau sans savoir ce qu'il y a en dessous. On ne se voit que nous deux. On ne va pas en profondeur. On ne cherche pas à connaître qui est en face de nous, qu'est-ce que nous allons faire, de quoi elle répondra quand je lui dirai telle chose. C'est-à-dire, il faut l'essence même de la personne. C'est pourquoi je dis, préparer un voyage, c'est bon, mais préparer un mariage qui va durer 30, 40, 50 ans, c'est mieux. Connaître la personne avec laquelle on va vivre, parce qu'on ne se marie pas pour recevoir seulement de l'autre, mais on se marie aussi pour donner. Donc si vous avez affaire à quelqu'un qui n'attend que de recevoir de vous, je crois qu'il faut mettre un bémol et puis essayer d'ajuster le tir et puis voir comment on peut commencer. Elle a parlé d'acceptation, voir nos différences, accepter l'autre tel qu'il est. Tout ça, c'est important. D'accord. Alors, Hassen, vous êtes mariés, dès le départ, c'était bon, l'amour était au rendez-vous. Au milieu, on se rend compte qu'on a beaucoup de différences. Qu'est-ce qu'on fait? On divorce ou bien on essaie de s'adapter? Non, les différences sont enrichissantes. On s'enrichit de la différence de l'autre. Il faut avoir de l'empathie pour la personne qui est en face de soi. Pour moi, une vie de couple, c'est comme avoir un ami. C'est simple, c'est comme avoir un ami. Un ami, on apprend à se connaître. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir un parapluie pour se dire qu'on va se protéger de quelqu'un, ou bien on a la science infuse pour pouvoir savoir qui est la personne adéquate qui sera avec nous. Ça, on ne peut pas le faire. Il y a toujours des imprévus dans la vie. Mais le plus important, c'est de vivre l'instant qu'on a avec cette personne. Et c'est de pouvoir communiquer, comme elle a dit, c'est de pouvoir communiquer, mais se mettre à la place de l'autre. À partir de là, au lieu de toujours voir des défauts de manière négative, de toujours avoir un regard de suspicion, on a plutôt un regard d'enrichissement vis-à-vis de l'autre. Et c'est comme ça on continue à être en phase avec soi-même. D'accord, donc si je comprends, c'est-à-dire on va s'enrichir des défauts de l'autre. On s'enrichit des défauts de l'autre. Parce que nous-mêmes, on a des défauts. Étant donné qu'on a des défauts, on est obligé de s'enrichir des défauts de l'autre. Et pour s'enrichir du défaut de quelqu'un, il faut avoir de l'empathie. Il faut se mettre à la place de la personne. Pour comprendre si cette personne a ce type de comportement, cette psychologie de comportement, c'est que cette personne vient de loin. Ce n'est pas spontané. C'est quelque chose qui est beaucoup plus psychologique. Donc à partir de là, il y a des appréciations que j'ai eues avec cette personne. Et ces appréciations-là font qu'aujourd'hui, il y a des petits bémols qui sont là. Mais ces petits bémols-là peuvent m'aider à pouvoir grandir.
Comme on dit, moi, dans ma tête, il n'y a pas d'échec. On s'enrichit toujours. Quand il y a un échec, j'ai appris. C'est toujours comme ça. Et c'est ce qui est le plus important. D'accord. Alors, Gildas, selon vous, quels sont les signes précurseurs dans un couple qui bat de l'aile? Les signes précurseurs, bon déjà, deux personnes qui ne partagent pas véritablement dans leur quotidien, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez pas être ensemble, mariés, et puis ne pas partager. Qu'est-ce qu'on doit partager selon vous? Des moments, des sentiments, une réussite d'un ou alors un échec de l'autre quand le second vient en soutien. Il faut savoir partager des choses avec l'autre. Déjà, quand il n'y a pas ça, il faut se dire qu'il y a déjà un petit problème. Deux personnes qui n'arrivent pas à communiquer, il y a déjà un énorme problème. Deux personnes qui n'arrivent pas à vivre ensemble en harmonie. Je donne un exemple qui paraît très banal. Monsieur qui vient, qui repasse sa chemise, qui laisse le fer branché sur la table, alors que madame, elle, ne supporte pas ça. Bon, quelque chose comme ça de récurrent. Déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que monsieur est censé savoir que madame ne supporte pas. Madame est censée savoir aussi que monsieur repasse le matin ici. Donc, que de crier pour dire non, je ne supporte pas, pourquoi est-ce que tu laisses le fer brancher? Tu peux simplement débrancher derrière lui quand il passe et puis lui rappeler ça gentiment. Ah, tu as encore laissé le fer. Il y a des petites choses. Et il le refait encore. Bon, là maintenant, comme il a dit tout à l'heure, il faut chercher à comprendre pourquoi est-ce que le comportement est comme ça. S'il sait que ça ne doit pas se faire, qu'il le refait, il faut chercher à savoir pourquoi est-ce qu'il le fait constamment. C'est-à-dire c'est des petits détails comme ça qui permettent de comprendre qu'il y a peut-être un malaise dans le couple. Généralement, ce sont des malaises apparents ou légers qui, quand ils ne sont pas solutionnés, deviennent de grosses gangrènes et puis qui fragilisent en fait la relation. D'accord, professeur. Effectivement, il a parlé de... Il faut pouvoir bien communiquer, mais il y a aussi la mauvaise communication parce que quand vous voyez, les échanges deviennent fatigants. Les échanges deviennent fatigants et puis un problème en réveille un autre. Mais la dernière fois, tu as fait ça là. Mais quand toi, tu as dit ça là, tu vois ce qui est arrivé. Les échanges deviennent fatigants et puis un problème en réveille. Et on passe souvent par les enfants pour communiquer. Quand vous voyez ce genre de choses là, il faut savoir déjà qu'il y a problème. Ou alors la requête de l'un est changée par l'autre. Soit il dit à la servante, demain il faut me faire telle sauce. Non, moi je ne veux pas cette sauce, je préfère cette autre sauce. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer. D'accord, mais pour éviter tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle a parlé de la bonne communication, certes, mais vous parlez également de la mauvaise communication. Voilà. Tu vois, Bélé, souvent la communication dans certains couples n'a qu'une seule fonction, de part et d'autre. Soit elle est offensive, ou alors elle est défensive. C'est-à-dire, ou il attaque, ou il se défend. Et quand une communication est restreinte ainsi, ça ne peut pas avancer. On ne peut rien faire, tout est bloqué. Il n'y a pas de change. En tout cas, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. D'accord. On attaque, il dit, mais il est en train de manger, il est en train de prendre son petit déjeuner. Et quand il finit, il laisse la tasse et le torchon, elle vient. Mais pourquoi tu laisses traîner le torchon? Les mots. Bon, il faut savoir choisir ces mots. Gildas, y a-t-il possibilité de choisir ces mots, les sentir là où on est peut-être énervé, voilà, les émotions prennent le dessus? Bon, peut-être avec l'émotion, avec la colère, c'est pas forcément évident, mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Comme le pasteur a dit tout à l'heure, là, il faut préparer le mariage. En fait, il faut se dire qu'on va dans une école. Il y a une école du mariage. Comme on va à l'école pour pouvoir avoir un boulot ensuite et pour être excellent dans son travail, il y a une école du mariage pour savoir comment s'occuper de l'autre, comment parler avec l'autre, comment pardonner les actions de l'autre, comment prier avec l'autre, comment orienter le foyer pour que les enfants soient en bonne harmonie. Il y a une école. Donc, il faut accepter de passer par cette école-là. Mais l'école se trouve où exactement? C'est pas, on ne dira pas que c'est un établissement. Non, dans l'école, on doit partir, voilà. Non, pas forcément. Il y a d'abord la parole de Dieu. Ça, faut le dire. Il y a la parole de Dieu qui nous donne les principes, l'essence même du mariage selon Christ. Et moi, personnellement, je me dis qu'aujourd'hui, la plupart des couples ont beaucoup de problèmes parce qu'ils n'ont pas saisi le mariage selon Christ. Ils n'ont pas saisi cette essence du mariage. Il y a les dirigeants, les pasteurs, les conseillers, les pères spirituels et autres. Il y a des coachs, il y a des psychologues de l'union, du mariage. Il y a toutes ces personnes-là qu'il faut pouvoir aussi fréquenter, avec qui il faut avoir des conseils, avoir un certain coaching, avoir une certaine formation. On a nos parents également, qui sont également des anciens mariés, qui ont vécu des choses inimaginables, il faut le dire, qui ont pu
supporter. Donc, c'est de peut-être prendre des conseils avec eux, avec nos mamans, avec nos papas, pour savoir, dans cette situation-là, comment tu t'en es sorti, quelle est l'attitude que tu as eue, qu'est-ce qui peut m'aider dedans. C'est tout ça, en fait, l'école. C'est l'expérience de la vie, ce sont les principes de l'église, du mariage, selon la parole. C'est tout ça, l'école, en fait, du mariage. D'accord. Alors, Arsène, j'aimerais bien savoir, une dispute éclate aujourd'hui. C'est peut-être soit le matin et monsieur est parti au travail, madame est partie au travail. Le soir, vous rentrez à la maison, qu'est-ce que vous faites pour ne pas envenimer la situation? Dès qu'il y a dispute, il faut pouvoir communiquer après. Bon, c'est vrai qu'on peut laisser cours à ses émotions. Ça, c'est tout à fait normal. Autant on a la joie, autant on a la colère en nous. Mais quand on finit de... Vous savez, un conflit, il naît, il n'y a rien à faire. Le plus important, c'est ce qui se passe après. Est-ce qu'on peut éviter un conflit? On ne peut pas éviter un conflit. On ne peut pas éviter un conflit. On peut essayer d'éviter un conflit, mais on ne peut pas éviter un conflit dans l'absolu. Mais quand le conflit intervient, c'est comment adoucir le conflit. Et c'est bon de ne pas laisser traîner les choses. C'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire qu'il y a conflit, on finit de se disputer, on a laissé cours à nos émotions, parce que ça fait partie des émotions humaines. Dès qu'on finit, la minute qu'après, soit la minute après, soit l'heure après, il faut qu'on s'asseye et puis on essaie d'arrondir les angles pour pouvoir s'entendre. Parce que ça ne sert à rien de perdurer un conflit. Quand on perdure un conflit, c'est l'orgueil qu'on met en place. Donc, il faut sauter cette étape d'orgueil. C'est pourquoi je parlais d'empathie. Pour moi, la ligne rouge qu'on ne doit pas dépasser, mais le jour où on la dépasse, c'est peut-être le manque de respect. Le manque de respect, il est flagrant et on n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir que quelqu'un est en train de te manquer de respect. Tu vois? Ça, je ne veux pas définir psychologiquement tout ce qu'il y a comme règle de manque de respect ou bien les éléments, les repères, mais le manque de respect, tu le constates. Quand tu l'as constaté, franchement, il faut en parler. Et comment s'y prendre? Parce que là, nous sommes sous l'emprise des émotions, l'autre a manqué de respect, donc du coup, tu es un peu énervé, peut-être c'est public, à l'intérieur, peu importe l'endroit, mais comment s'y prendre pour calmer les ardeurs? Les émotions, ça passe. Quand ça passe, on s'assoit. Quand l'émotion passe, là, maintenant, c'est la conscience qui arrive. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on peut s'énerver, mais après, on essaie de parler pour ne pas se répéter. Parce que moi, pour moi, un couple qui est toujours en conflit, c'est un couple qui n'est pas fait pour vivre ensemble. On doit se laisser. Si on a des conflits à chaque fois, c'est qu'on n'arrive pas à être compatible. On doit se laisser. Parce qu'on va finir par se tuer. On va finir par se prendre des couteaux pour s'égorger. C'est pourquoi il faut apprendre, comme le pasteur a dit, il faut apprendre à connaître l'autre qui est en face de toi. Et il faut apprendre à ne pas répéter la même erreur même toujours. Parce que quand on répète la même chose toujours, c'est qu'il y a un problème. C'est un problème d'orgueil, un problème de personne. C'est-à-dire un problème d'égoïsme. Je pense à moi, donc je veux m'imposer dans le couple, je fais ce que j'ai envie de faire. Quand c'est comme ça, à la longue, il faut se laisser. D'accord. Et comment appeler l'autre pour calmer les ardeurs? On dit, oh, toi, là, viens, c'est toi ici, tu m'as fait 6, on n'a pas plu, ou bien, oh, chérie, viens t'asseoir pour qu'on parle. Comment est-ce que ça se passe? Le schéma qui nous a unis, c'était un schéma de délicatesse. On s'est regardé, on a vu que l'embellissement vis-à-vis de l'un de l'autre, c'est ce schéma-là, il faut se rappeler de ça pour pouvoir régler le conflit. C'est-à-dire qu'on a fini de se crier dessus, il faut se rappeler le premier jour où on s'est vu. Le premier jour où on s'est vu, moi j'étais toute belle, j'étais tout beau. Et ce jour-là, quand on se parlait avec délicatesse. Et c'est cette délicatesse-là qu'il faut remettre en place. Parce qu'on a envie d'être ensemble. C'est un petit truc qui a fait qu'on n'est pas d'accord sur un sujet. Mais il ne faut pas baliser sur le sujet, c'est dangereux. Quand on balise sur le sujet, c'est que je peux dire, c'est l'instinct animal qui prend le dessus. On est des êtres humains. Des êtres humains, il y a la conscience qui est là. Donc, on fait le saut pour s'asseoir et puis discuter. Qu'est-ce que ça enlève? Ça enlève, ça rapetit personne. D'accord. Gilda, c'est qui doit faire le premier pas lorsqu'il y a des tensions au sein du couple? Est-ce la femme ou l'homme? Moi, personnellement, je me dis, il ne faudrait pas que quelqu'un se mette à l'esprit que c'est à l'autre de faire le premier pas. Vous êtes deux dans la situation. C'est une situation que vous voulez tous les deux bien. Vous voulez avoir une solution tous les deux. Donc, normalement, quand il y a un conflit, c'est vrai qu'un peut être un peu plus énervé que l'autre, un peut être un peu plus susceptible que l'autre. Mais comme il l'a dit tout à l'heure, il faut apprendre à se connaître. Donc, je me dis, moi, je sais un peu comment toucher le cœur de mon conjoint. Mon conjoint sait comment toucher mon cœur. Donc, quand je suis énervée, il est censé savoir quels sont les mots qu'il doit me dire pour me faire descendre. Moi, je dois savoir quelle est l'attitude que j'ai pour le faire descendre, pour qu'on puisse communiquer. Bon, vous deux, vous le saviez, mais vous ne faites rien.
Ça, c'est vraiment un sursaut d'orgueil maintenant. Si personne ne veut faire le premier pas, c'est que là, c'est vraiment de l'orgueil. C'est comme si, à la limite, chacun a envie de rester dans son coin, personne ne veut donner une solution à ce problème. Là, il y a un souci. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, c'est vrai que tu penses à toi, mais le couple, là, vous êtes deux. Vous êtes une seule chair, et pour ceux qui ont des enfants, vous avez des enfants à éduquer. Donc, si tu veux rester, comme il l'a dit le pasteur, le mariage, c'est pas seulement avoir de la satisfaction, c'est apprendre à donner. C'est un don de soi. Donc, faut savoir donner. Il faut savoir faire un effort sur soi-même, faire un sacrifice sur soi-même pour aller à l'encontre, pour régler certains problèmes. D'accord. Il ne faut pas mettre l'orgueil au-dessus. D'accord, pasteur. Effectivement, c'est tellement bien dit, le conflit, il est naturel. Parce que c'est utopique de croire qu'il peut exister sur cette terre un mariage sans conflit. Ça, c'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Parce que nier le conflit, c'est nier l'existence de celui qui est en face de nous. Alors que le conflit montre qu'on vit. Le couple, c'est un organisme. Il a besoin d'être entretenu. Et un organisme, souvent, il y a des défaillances. La maladie peut venir, mais tout de suite, on va voir le médecin. Et puis, bon, il nous donne des cachets, des médicaments, et puis on soigne. Donc, il ne faut pas se mettre en tête que c'est possible. Quelqu'un disait que le mariage, c'est la seule guerre où on peut dormir à côté de son ennemi. C'est-à-dire, vous ne vous parlez pas, hein, mais vous dormez ensemble sur le même lit. Donc, ça veut dire qu'il y a possibilité de se revoir et puis parler. Tout à l'heure, tu as posé la question à savoir qui fait le premier pas. Je crois que ça doit être simultané. Il n'y a pas quelqu'un qui doit faire le premier pas. C'est simultané, ça doit être spontané. Il n'y a pas à faire, c'est pas question de dire c'est toi qui m'as provoqué. Non, c'est de façon simultanée que les deux, il doit avoir un sentiment de co-responsabilité dans ce qui est arrivé. Je suis aussi responsable que lui. Donc, je n'attends pas qu'il fasse le premier pas. Je n'ai pas à revendiquer mes droits, ou alors je n'ai pas à chercher à avoir forcément raison, à imposer ce que moi je crois être bon. Non, c'est de façon simultanée, je crois. On dira, mais comment? De toute façon, simultanée, tout le monde connaît ce mot. D'accord. Alors, Arsène, vous faites le premier pas. Qu'est-ce que vous faites pour toucher le cœur de votre conjoint? Malgré les émotions, hein, bien que vous soyez très énervé et tout ça. La phrase, c'est il faut qu'on communique, il faut qu'on discute. Il faut qu'on discute. Donc Arsène se rapproche de son épouse et il lui dit, chérie, il faut qu'on parle. Oui, il faut qu'on parle. D'accord. Il faut qu'on essaie de comprendre. Après, l'esprit même de dire il faut qu'on parle, c'est pour arrondir les angles. C'est pour chercher à comprendre. Et puis c'est pour tirer une leçon de ce conflit. Donc on finit de parler. Et puis après on dit, bon, ok, chacun s'excuse. Comme le pasteur a dit, il y a la co-responsabilité. Chacun s'excuse et puis on repart de plus belle. C'est ça qui est le plus important. D'accord, je suis d'accord avec lui entièrement. C'est de créer les circonstances pour qu'au moins vous puissiez communiquer. Et puis que chacun reconnaisse aussi ses torts, que chacun s'excuse. Ce n'est pas très évident aussi pour certaines personnes, mais il faut le faire. C'est ça aussi le sacrifice. Accepter de reconnaître qu'on a tort et puis présenter ses excuses à l'autre. Et puis trouver les voies et moyens pour pouvoir arranger, pour avoir la solution qu'il faut, pour que chacun soit bien. D'accord. Ok, donc pasteur, on va clore la première partie de cette émission. Les époux doivent être conscients de leur besoin de s'accorder. Parce que on ne peut pas faire autrement. Vous vous réveillez le matin, je le dis banalement, vous vous réveillez le matin, bonjour, bonjour, on se regarde. Vous allez à la cuisine, elle est là. Le soir, elle vient, vous êtes là. Mais à quoi bon vouloir mettre, disons, un mur de séparation entre vous? C'est-à-dire, c'est impossible de le faire. C'est violer même sa conscience. C'est pourquoi je parle d'être conscient de s'accorder. L'accord, c'est l'accord qui fait le secret même de la réussite du mariage. Parce que quand vous êtes, il a parlé de complicité dès le départ. Cette complicité-là fera que il y a des choses que vous allez dépasser. Parce que tu vois souvent, les mariages qu'on voit comme des mariages réussis, on dit ce couple-là, ah, ils sont bien. C'est pas parce que ceux-là, ils ont moins de problèmes que ceux qui ne réussissent pas. Mais simplement, ils savent se mettre au-dessus des difficultés qui viennent dans leur foyer. C'est tout. Ils savent régler leur foyer, ils savent se mettre au-dessus. Souvent, on dit, ah, ceux-là, ils ont moins de problèmes. On a tous les mêmes problèmes dans le foyer. On a tous les mêmes problèmes. L'orgueil de l'homme, l'entêtement de la femme, tout ça, ça est dedans, excusez-moi. Mais on a tous les mêmes problèmes. Nous sommes confrontés tous aux mêmes difficultés. Mais simplement, il faut avoir, disons, de la poigne pour pouvoir te mettre au-dessus de certaines choses. Ne pas considérer les peccadilles.
ça blesse. D'accord. Voilà. D'accord. Et voilà qui est bien dit pour cette première partie. Nous allons mettre fin ici. On va se retrouver la semaine prochaine afin de continuer cette deuxième partie. Au revoir.